Nous sommes le jeudi 5 septembre et c'est Danick Julien et votre bulletin d'information Info CJSR de la saison d'automne 2024. Les villes de Saint-Raymond et Saint-Léonard de Portneuf envisagent un regroupement. On en parle avec Achille Gladu et Claude Duplain. La ministre Isabelle Charret était dans Portneuf la semaine dernière pour des aides financières importantes destinées aux infrastructures de loisirs. On vous offre un reportage. L'événement Forger pour la cause a lieu à Neuville ce week-end. Mon collègue Arthur Bordelot était sur place. Et finalement, un nouveau festival sera présenté à Saint-Léonard. On en parle avec l'organisatrice Lydie Cornell. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce lundi 2 septembre dernier, un reportage de Radio-Canada a été publié concernant des démarches entreprises par les administrations de Saint-Léonard et Saint-Raymond-de-Portneuf pour une éventuelle fusion des deux villes. D'un côté, la ville de Saint-Léonard veut se regrouper avec Saint-Raymond pour soulager les employés qui vivent beaucoup de pression. Les effectifs sont difficiles à trouver. Au niveau des services également, ça apporterait un bon soutien. Côté de Saint-Raymond, l'intérêt est là. Et au dire du maire Claude Duplain, rien ne coûte d'essayer une étude de faisabilité. J'ai donc invité un peu plus tôt aujourd'hui les deux maires pour discuter du processus et où en est réellement le dossier. Voici cette entrevue. Je suis présentement avec les maires de Saint-Raymond et Saint-Léonard, Claude Duplain. Salut. Achille Gladu. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci d'être des nôtres. On parle du regroupement potentiel de Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Raymond. Bon, on est dans une phase embryonnaire d'un projet. Est-ce qu'on peut appeler ça un projet en ce moment? On n'est pas certain, mais on est en phase de recherche pour un regroupement des deux municipalités. J'aimerais peut-être commencer à parler de l'historique de tout ça avec M. Gladu. Je crois que depuis que vous êtes rentré en poste là, en tant que maire de Saint-Léonard, c'était une idée là, qui était là dans votre esprit. Et voilà, c'est bien ça. Depuis 1 an et demi après mon entrée, j'ai réfléchi et je regarde avec ma lunette d'aujourd'hui, en 2024, tous les défis que les petites municipalités ont. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures. On n'a pas de machinerie non plus pour répondre à nos besoins. On doit toujours faire affaire à l'extérieur. Et à un moment donné, acheter de la machinerie aujourd'hui, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Quand tu regardes le tout, ça nous prend des QG aussi. Un quartier général, s'il arrive des événements importants, on n'en a pas non plus. On devrait avoir ça. Fait que quand on fait le portrait de tout ça, puis on regarde ça, fait que c'est là qui m'a amené à parler avec mon homologue, le maire de Saint-Raymond. En fait, M. Gladu, là, vous me disiez que la ville de Saint-Léonard vit beaucoup d'enjeux, comme toutes les villes. Cependant, au niveau des ressources, c'est un peu plus difficile. Vous avez entamé le dialogue avec Saint-Raymond, puis j'aimerais peut-être savoir, M. Duplain, là, quelle a été au départ là, votre réception là, suite à une idée d'un éventuel regroupement? En fait, la réception était positive, puis de toute façon, c'est pas la première fois qu'il s'en parle. Et j'ai aimé le terme que tu as pris parce que tu as pris le terme de regroupement. Et ça, pour moi, c'est important. C'est pas une fusion. C'est pas une ville qui en avale un autre. C'est vraiment un regroupement de deux municipalités qui veulent travailler ensemble pour améliorer la situation des citoyens et de faire grandir ces deux municipalités-là.
qui en seront une, parce que je veux dire, autant Saint-Raymond est un joyau, autant comme territoire, Saint-Raymond est un joyau. Saint-Léonard, oui. Saint-Léonard, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Raymond et Saint-Raymond. Saint-Léonard est un joyau. Oui. Il est rendu vite. Et les gens de Saint-Léonard sont aussi importants que les gens de Saint-Raymond. Donc, il faut que les deux se parlent et se regroupent comme un accord. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc là, on a parlé beaucoup de, justement, qu'est-ce qui vous a amené à regarder ça. Concrètement, le regroupement, on en est où? Bon, le regroupement, c'est très embryonnaire présentement. On a fait les démarches, on a chacun des conseils, on a remis une résolution comme quoi qu'on veut faire aller de l'avant avec le... C'est une étude, dans le fond. Ouais. C'est pas un projet, c'est rien. C'est une étude de voir la faisabilité de tout ça, si c'est faisable aussi. Là. C'est après l'étude qu'on va voir si c'est rentable pour une ou l'autre des deux, ou c'est peut-être pas rentable. Ça, on ne peut pas l'avancer parce que présentement, on est vraiment au début de l'étude. Là, on est. Puis, excusez-moi, M. le maire, juste pour finir, là, on est en train de, chacun des conseils, on est en train de tout fournir, les budgets, tout ça, les infrastructures qu'on a au Mamarche pour qu'eux autres puissent commencer l'étude. Puis quand on parle de rentabilité, c'est pas nécessairement point de vue argent. Oui. Pour moi, la rentabilité, c'est de voir aussi l'avenir de ce qui va arriver de ces deux villes-là qui sont regroupées. Et ça, les avantages peuvent être extraordinaires. Bon, Saint-Léonard a moins d'industrie, reçoit moins de taxes côté industriel. Et seulement que toutes les villes qui sont prises, seulement qu'avec des taxes municipales, vont avoir le même problème. Ça, on peut pas, les villes, avec ce que le gouvernement nous demande, les villes ne peuvent plus vivre seulement qu'avec les impôts fonciers, des taxes, des maisons, c'est impossible. Donc, nous, on a cette chance-là. Bon, point de vue fiscal, c'est peut-être plus difficile, mais le gouvernement nous aide dans ces regroupements-là aussi. Et en se regroupant, ben, les frais fixes de Saint-Léonard, normalement, vont être de beaucoup diminués, donc qui vont aider à la rentabilité fiscale. Oui. Mais la vision qu'on pourra avoir de ces deux territoires-là va être extraordinaire. Question qui me vient en tête là, en vous écoutant parler, M. Duplain. Comme vous le dites, il n'y a pas d'industrie à Saint-Léonard de Portneuf. Au niveau Saint-Raymond, et là, je vous pose la question, là, en connaissant, en sachant pas trop comment ça fonctionne là, lorsqu'une ville se regroupe avec une autre, mais est-ce que ça pourrait devenir un fardeau financier? Comment que vous voyez ça? Il ne faut pas que ce soit un fardeau financier pour personne. Il faut que ça aide tout le monde. Le gouvernement, quand on fait un regroupement comme ça, Saint-Léonard a des avantages par rapport à une petite municipalité. Ouais. Fait que dans ce regroupement-là, Saint-Léonard, pendant un bon bout de temps, va garder les avantages qu'il a vis-à-vis du gouvernement, ce qui va justement aider ce regroupement-là. Si c'est une fusion, Saint-Léonard deviendra Saint-Raymond, comme ça s'est passé dans le temps, et tous les avantages que Saint-Léonard a comme petite municipalité où c'est plus difficile, bien, on les perdra. Avec ce regroupement-là, on va garder les mêmes avantages pendant un bon nombre d'années, ce qui va aider à mettre une ville dans une saine gestion. Donc, plus facile de s'adapter en ce moment-là au changement. Exact. Je vois. Il y a un reportage de Radio-Canada et le mot fusion a moins été utilisé, en fait, a plus été utilisé qu'ici. Et c'est le mot regroupement qu'on a moins entendu parce que, dans le reportage là, qui a été lancé lundi, en début de cette semaine, on en parle, mais on dit justement une fusion. Comment vous voyez ça? Là? Je pense qu'on l'a bien expliqué. Pour nous, c'est un regroupement. OK? Ouais. Bon, on va dire ça. Il ne faut pas jouer sur les mots. Fusion et regroupement peut se rassembler. Sauf que quand il y a eu des fusions dans le temps, puis le gouvernement ne veut plus entendre le mot fusion non plus, ça fait peur à tous les gouvernements. On sait ce qui s'est passé dans les années 2005, quand il y a eu les défusions, avec les fusions forcées. Le gouvernement ne veut plus de fusion forcée. Donc, c'est pour ça qu'il nous aide à faire les études pour voir et avancer. Puis ce qui est important de dire au monde, c'est que là, on va avancer pas par pas. Okay? Mais à chaque étape, la population va être consultée sur ce qui s'en vient, parce que autant les gens de Saint-Léonard, les gens de Saint-Raymond, que le conseil de Saint-Léonard, que le conseil de Saint-Raymond aura toujours des approbations à faire pour réussir à avancer jusqu'au regroupement. Donc, de ce que je comprends, la population a son dernier mot à dire. Là, Définitivement. C'est la population qui va décider de ce regroupement-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de préparer
une étude C'est ça. ensemble qu'on va montrer à la population, puis on va regarder les avantages. Le gouvernement défrait ces études-là, ça ne coûte rien ni à un ni à l'autre. C'est ça. Et le gouvernement nous donne aussi des subsides, parce que jusqu'où on va aller dans l'étude, on va voir ce que le gouvernement nous donne, mais peut-être qu'on va vouloir aller dans des choses plus micro que ce que le gouvernement nous demande dans l'étude, et il nous donne la possibilité d'engager des intermédiaires indépendants pour venir pousser cette étude-là à fond Plus par loin. rapport au... Parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages, là. Il y a le côté argent, il y a le côté infrastructure, il y a le côté service, OK? Et il y a le côté comment on organise tout ça. Moi, j'ai pas le goût que Saint-Léonard perde son âme, comme j'aurais pas le goût de regrouper avec une autre municipalité que Saint-Raymond perde son âme. Ce sont deux villes, puis je pense qu'on Qui se ressemblent pas mal qui aussi. se ressemblent beaucoup. Ouais. Ce sont des gens qui sont fiers, c'est des villes qui ont une âme, et ça, il ne faut pas que ça se perde. Fait que comment ça va finir à la fin de tout, il va falloir trouver le bon moyen pour que le monde se sente tous chez eux dans ce regroupement. Puis il faut pas oublier, on a déjà beaucoup de services qu'on partage avec Saint-Raymond. Oui. Tu sais, on a les pompiers, on a le centre de ski, on a le camp de jour. Fait que déjà là, on est beaucoup avec Saint-Raymond. Là. On travaille beaucoup, beaucoup. Tu sais, au point de vue service, là, on a déjà beaucoup d'entraide entre les deux municipalités, là, qui est important à le dire. Tu sais qu'on va partir, déjà, on a découvert là, que Saint-Léonard aurait beaucoup d'argent à mettre en informatique, Saint-Raymond est à jour. Déjà là, dans un regroupement de même, c'est énormément d'argent. On sait comment est-ce que ça coûte l'informatique aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. C'est énormément d'argent qu'on va pouvoir sauver. Donc, Saint-Léonard va pouvoir commencer tranquillement, mais il y a des choses que peut-être qu'on va attendre. Ils vont vouloir attendre à la fin de la fusion. Je dis « oh », mais le conseil va vouloir attendre la fin de la fusion avant d'investir, parce qu'à Saint-Raymond, il y a des investissements que nous, on a fait depuis des années qui vont profiter à Saint-Léonard. Super. Ben, tous les deux, je crois qu'on a fait le tour du dossier. Bon, ce qui nous reste à savoir, c'est quand est-ce que les premières consultations publiques vont commencer, parce que... Moi, j'en appelle à CJSR, parce qu'il va être important là-dessus, puis ce qu'on s'est dit, puis les deux conseils sont d'accord. Les deux seules personnes qui parlent sur la fusion, ce sont Achille et moi. OK? Ouais. Parce qu'on ne veut pas que ça parte de travers. On veut bien informer la population, et CJSR va être un moyen de bien informer la population sur l'avancement et la progression de ces études. Et on sera là. Monsieur Duplain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Je vous remercie. Et pour notre part, on poursuit InfoCJSR. L'usine Alcoa de Deschambault-Gondine va offrir un parcours de découverte de ses installations les vendredis 20 septembre, samedi 21 septembre et samedi 28 septembre. Le parcours prévu est d'environ 1,25 km et réalisable en 2h30. Selon Alcoa, il va offrir une vue globale des opérations de l'usine. C'est la première fois en 30 ans que l'usine est ouverte au grand public. Le nombre de places sera toutefois limité. Il est donc nécessaire de s'inscrire dès maintenant sur le site web de l'entreprise. La visite n'est pas possible pour les femmes enceintes et pour les enfants âgés de 11 ans et moins. Le vendredi vise principalement pour les groupes scolaires et ensuite les samedis, c'est pour toute la communauté. Poursuivons maintenant avec la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Mme Isabelle Charret, qui était à Saint-Raymond le jeudi 29 septembre dernier. Elle a annoncé des financements majeurs pour plusieurs infrastructures de la région, des infrastructures sportives. La ville de Saint-Raymond, les municipalités de Saint-Alban, Sainte-Christine d'Auvergne et de Rivière-à-Pierre, ainsi que la Vallée-Bras-du-Nord ont reçu un soutien important pour avancer dans certains projets. Charles Laviolette et Arthur Bordelot étaient présents lors du passage de la ministre. Voici leur reportage. Le député de Portneuf, Vincent Caron, était à Saint-Raymond en compagnie de la ministre responsable du sport, des loisirs et du plein air, Isabelle Charret, pour annoncer des investissements dans les infrastructures de loisirs portneuvoises. Un projet de patinoire réfrigérée, au cœur du futur parc Promutuel, recevra entre autres un appui majeur du gouvernement. Là, c'est le fun, on entend le bruit des enfants à côté, puis ça, c'est toujours le fun d'entendre les enfants qui sont vivants, qui bougent, qui s'activent. Et c'est exactement le fondement de ce programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives et de plein air, pour faire en sorte évidemment que nos communautés soient actives, parce qu'on connaît les bienfaits de l'activité sur la santé physique, la santé mentale, mais on connaît aussi les bienfaits
de ces infrastructures-là pour les communautés, puis à quel point ça rend vivant les communautés, des petites communautés comme des grandes. Et évidemment, on s'est engagé à pouvoir construire des infrastructures ou rénover des infrastructures de qualité pour faire en sorte que nos communautés restent vivantes. Alors, très heureuse de pouvoir annoncer près de 9 millions dans Port-Neuf pour différents projets. Tout ça, bien entendu, c'est au bénéfice de toute la population. On parlait tout à l'heure d'un second projet qui avait été déposé ici à Saint-Raymond. Et ça reste vraiment très présent dans mon esprit. Je sais à quel point l'agrandissement d'un gymnase sera précieux ici à Saint-Raymond. J'ai eu l'occasion de visiter justement avec notre collègue et ami Jonathan Julien le gymnase l'année dernière et je voyais à quel point les élèves étaient à l'étroit dans cet espace-là. Donc je peux vous assurer que ça n'est pas un projet qui est remisé ou tabletté. On va travailler là-dessus, sur d'autres programmes avec le ministère de l'Éducation. J'en discutais encore hier avec la directrice générale du centre de service de Port-Neuf. Et puis c'est sûr qu'on va essayer de trouver une solution à ça, parce qu'effectivement, c'est une nécessité. Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, a remarqué que les infrastructures de loisirs dans la municipalité, en particulier l'aréna et les patinoires, sont très achalandées. Selon lui, une mise à niveau dans l'offre de loisirs s'imposait. Saint-Raymond, on a toujours eu un développement, en pensant des développements durables. Le côté négligeable, un petit peu, ça a peut-être été les loisirs à Saint-Raymond, qui a été négligé. Le dernier gros investissement, c'est même pas en loisirs, mais c'est aussi en culture. C'est un peu ce bâtiment-là qui a été fait dans une dernière décennie, où il a été investi environ 8 millions pour bâtir et de raccorder à l'aréna. On était rendu où vous avez au-delà de 800 à 900 personnes qui utilisent l'aréna. Vous avez au-delà de 500 inscriptions dans le soccer. Vous avez 400 quelques inscriptions dans le deck hockey. Et nos infrastructures, sans être négligées, on tenait quand même le minimum. Vous savez qu'à Saint-Raymond, contrairement à d'autres villes où ils sont à 80% du monde, j'ai regardé les chiffres, jusqu'à 80% du monde sortent de leur municipalité pour être travailler à l'extérieur. À Saint-Raymond, c'est environ 34%. Le monde vit à Saint-Raymond, reste à Saint-Raymond et travaille à Saint-Raymond. C'est important maintenant, aujourd'hui, dans cette décennie, de penser aux loisirs. On a fait la collaboration avec tout le monde et je dois souligner le groupe Promutuel qui a été le premier à croire à ce qu'on est en train de développer. Le groupe Promutuel a investi 1 million cash dans le parc pour avoir le nom de parc Promutuel. Merci pour Saint-Raymond, mais merci pour la communauté parce que ça se veut aussi un parc régional pour nous. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir venir chez nous pour profiter de ce parc-là. Notre préau avec la glace qu'on va y mettre réfrigérée. La glace ici, là, on s'en sert, on a une patinoire extérieure, on s'en sert 30, 40 jours. Ça fond, OK? Avec le changement climatique. La glace va être réfrigérée, ça veut dire que ça va partir au mois d'octobre, au mois de novembre, puis ça va finir au mois d'avril. Donc, le patinage là, puis ça va être tout. Et ça fait partie de notre ADN, je veux dire, et c'est ça dans toutes les municipalités aussi, de plus en plus de municipalités. Si vous avez le goût de venir dans une municipalité, il faut que vous ayez pouvoir faire de l'activité, parce que les activités, les loisirs de proximité dans une municipalité sont extrêmement importants. Le maire, Denis Lépine, a annoncé une amélioration des terrains de pétanque dans la municipalité de Saint-Alban. En 2023, les personnes âgées, dont je fais partie, ont demandé à la municipalité d'obtenir des préaux au-dessus des terrains de pétanque, tout en améliorant l'accès et l'éclairage. Considérant que la municipalité de Saint-Alban se classe parmi les municipalités portneuvoises ayant le plus grande proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, nous estimons que ce projet s'avère nécessaire. Nous sommes donc ravis de l'obtention de cette aide financière et de pouvoir répondre positivement à leurs demandes. La mairesse Danielle Ouellette de Rivière-à-Pierre s'est réjouie de la construction prochaine d'un sentier pédestre dans le secteur des Chutes des Marmites, un projet qui est appuyé par une subvention de 80 000 $. C'est un sentier de 6 km en boucle avec un belvédère. C'est un projet de 124 000 $ et la subvention qu'on a eue du gouvernement est de 79 000 quelques cents $. Alors, c'est beau, c'est immense. Il nous reste que quelques
subvention à ajouter à ça, là, mais c'est un beau projet. C'est un sentier de catégorie intermédiaire avec un belvédère. OK? Ça va être un attrait très apprécié pour les fervents d'activités extérieures avec une prise de vue sur la nature. Sainte-Christine d'Auvergne bénéficiera d'un appui financier pour la mise aux normes de la piscine municipale extérieure. La piscine est là depuis 1963. Alors, c'est un aspect vraiment important pour les résidents de Sainte-Christine, d'Auvergne et nos municipalités voisines aussi qui en bénéficient. Alors, cet argent-là va nous servir à mettre aux normes, faire un accès à plage aussi pour faciliter l'accès aux personnes un petit peu à mobilité réduite et les personnes un petit peu plus âgées. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça va permettre vraiment aux gens de la MRC de Portneuf et du comté de venir bénéficier de notre piscine extérieure qui ne sont pas nombreuses dans le comté. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de partager notre intérêt pour cette piscine-là. L'Union des producteurs agricoles tiendra le 8 septembre prochain des événements portes ouvertes un peu partout dans la province. Pour en parler, j'ai M. Christian Hébert, qui est le président de l'UPA dans Portneuf. Bonjour. Bien le bonjour, Danick. Merci d'être des nôtres, M. Hébert. On parle des portes ouvertes Mangeons local de l'UPA. Il y en a un peu partout dans la province. À Portneuf, c'est chez vous, au domaine Hébert. Faut-vous nous parler de ça un peu? Oui, 47 fermes à travers le Québec qui rouvrent leurs portes. On est habitué à aller à l'autocueillette sur des fermes, ils ont des boutiques. Mais là, dans ce cas-ci, les portes ouvertes, c'est donner accès à 47 lieux à travers le Québec où le citoyen, les consommateurs n'ont pas normalement accès. 47, dans la capitale nationale, on en a plusieurs. J'ai la chance d'accueillir au domaine Hébert à Deschambault, celle pour Portneuf. Il y a également la ferme Ambrosia du côté de Charlevoix qui fait du canard de barbarie avec des normes au niveau là, de la santé animale qui sont exemplaires. Deux fermes à Québec, des fermes urbaines, les jardins du Bas-Saint-Louis avec les urbainculteurs et Apicole, la distillerie qui font également des excellents hydromels. C'est des apiculteurs urbains. Et notre territoire, la capitale nationale Côte-Nord, bien sûr, couvre Côte-Nord avec Longue-Rive, où mon ami Yves Laurencel, le président de notre fédération régionale, producteur de bœuf, fait un grand rassemblement. Mais bien sûr, pour nos gens de Portneuf, le 8 septembre, ça se passe à Deschambault. Hein. Et vous dites, M. Hébert, les gens vont pouvoir accéder à des endroits où normalement on n'a pas accès au domaine Hébert. Ça ressemble à quoi, là, souvent, sans être pompeux, on me dit toujours je suis le plus grand producteur de framboises d'automne jaune en Amérique. Des fois, les gens connaissent pas la framboise. Mais là, en plus, on est en plein autocueillette de la framboise jaune. Fait que les gens vont pouvoir aller pour la première fois de leur vie à l'autocueillette dans de la framboise jaune. On a près de 40-44 variétés de pommes. Découvrir des nouvelles pommes qualité Québec. Qu'est-ce qui est la pomme du futur? Nos jeunes connaissent bien la Honeycrisp, mais si vous voulez connaître la pomme qui va être à la mode dans 10, 15 ou 20 ans, venez chez nous, vous allez les goûter. Okay. Et en plus, j'avais déjà une cidrerie depuis 2010 et pendant la pandémie, on a construit un gigantesque projet de cidrerie et distillerie, une structure en bois lamelé collé qui a été faite chez Charpente Montmorency, de plus de 8000 pieds carrés, 8 mètres de haut, avec un alambic, une colonne à vodka de 20 plateaux qui fait 24 pieds de haut. Mais là, les gens vont pouvoir pour la première fois rentrer. On ne l'a pas encore inauguré, notre cidrerie et distillerie. Pour la première fois, les gens vont pouvoir voir cette technologie-là qu'on a mis dans Portneuf, autant au niveau de l'ingénierie pour la construction, autant au niveau de l'automatisation et de la robotisation de nos opérations. Eh bien, c'est un grand party de producteurs. Hein. On va avoir plus de 200 producteurs de notre secteur qui vont venir luncher avec nous autres. Fait que j'invite tous les citoyens à joindre à nous. Ce que je comprends, vous attendez quand même beaucoup de personnes. Ah oui, on se dit toujours, on doit prévoir un scénario pluie. Hein.
Mais dites-vous que le scénario pluie, c'est 4 à 500 personnes. Puis le scénario beau temps, ben là, sky is the limit. 2, 3, 4 000 personnes, on est prêt à recevoir tout Portneuf. Hein. Et justement, là, on encourage local, on encourage Portneuf. Il y a des gens d'un peu partout de la région qui vont être au domaine Hébert aussi. Bon, vous êtes le président de l'UPA de Portneuf. J'aimerais peut-être qu'on rappelle à quel point c'est important d'encourager local. Ben, dans Portneuf, c'est notre premier secteur économique. Hein. Nos gens vivent de ça. On vit en ruralité, on a nos belles entreprises, puis c'est toutes des gens qui se dévouent à vous nourrir. Hein. Pendant les portes ouvertes, hein, c'est plus que des commanditaires, c'est nos partenaires. Hein. Qu'on parle de la Promutuelle qui a fusionné, qui est la Promutuelle Les Bâtisseurs, hein, va être là avec nous. Hein. Tout le mouvement coopératif, autant de Desjardins, de Novago, hein, c'est nos gros secteurs économiques. Hein. On a des beaux modèles qui sont uniques au Québec, hein, d'entreprises qui sont familiales, d'entreprises dans le secteur coopératif, d'entreprises qui, tous leurs sous, qui peuvent rester dans la communauté, le font, ben là, c'est ça. C'est ce grand party-là du tout Portneuf, hein, le 8 septembre. Hein. Et au niveau de l'agriculture dans Portneuf, comment ça va là, ces temps-ci? On s'était parlé dans la dernière année, il y avait eu certaines choses qu'on n'avait pas été contents dans le budget, je me rappelle. Comment ça va là, en ce moment? Ben, je tiens à dire à tous tes auditeurs, je suis pas bipolaire. Hein. On fait de la représentation, oui, syndicale. On doit défendre nos membres forts. Quand l'année passée, on a eu tellement de pluie avec les changements climatiques, nos gens allaient vraiment pas bien. La situation économique, elle allait pas bien. Faut pas être dupe. Les mesures que tant les deux paliers de gouvernement ont annoncées, hein, n'ont jamais été concrétisés, puis l'aide ne s'est jamais rendue aux producteurs. Nos gens, comme tout le monde qui nous écoute, est touché par la présente crise économique, par l'inflation. Hein. Mais le 8 septembre, là, c'est aussi le moment là, de valoriser notre profession. Ouais. Hein. On a des belles familles agricoles. On est la fierté dans Portneuf. Hein. On nourrit nos gens. On veut garder ce contact-là direct. Hein. Puis c'est toujours surprenant de voir toutes les difficultés qu'on vit en agriculture. La lutte face au changement climatique, face au gouvernement au Québec, tant au Canada, le gouvernement qui, en Occident, supporte le moins ses agriculteurs, c'est ici où on a été délaissés. Hein. Mais malgré tout ça, là, on a des jeunes dans Portneuf qui prennent la relève, là, et qui disent « Moi, j'y crois toujours dans l'avenir du Québec. Moi, j'y crois toujours dans l'avenir de nourrir nos gens. Moi, j'y crois toujours dans l'avenir de s'établir dans Portneuf, que c'est la plus belle place pour vivre. » Puis le 8 septembre, les portes ouvertes de l'UPA, mais c'est cette belle valorisation-là de notre secteur. Hein. Et parlez-nous peut-être, parce que là, vous m'avez dit, l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie, la saison a été difficile. Là, 2024, on a quand même eu des chaleurs, de la pluie, c'était intermittent. On a commencé la saison, puis je dois dire, c'est général de tous nos producteurs. Ouais. Cette année, là, on n'avait aucune chance à prendre. Hein. Une ferme comme la mienne, où on est en transition vers l'agriculture biologique, fait qu'on s'entend, tu sais, le poids administratif est lourd, on nous met différentes réglementations. Tu sais, cette année, je pouvais pas arriver et dire, ben, il arrive une maladie, puis on sort la scie à chaîne, puis on coupe des milliers de pommiers. Hein. Fait que, tu sais, personne prenait de risques. Là, hein. Les investissements ont été ralentis, hein. Puis on doit s'assurer l'année 2024 qu'on fait des sous par rapport à l'année passée où on a presque tout perdu. Hein. Et là, cette année, c'était très humide. De la pluie, mais qui est arrivée par gros coups. On parle de les relents de débit. On a été fortement touchés. Hein. Ouais. Mais c'est aussi l'été la plus chaude. On a parlé de changement climatique où l'année passée, ça a été beaucoup de dégâts. Cette année, on a vécu l'année record au niveau de la chaleur et on est
plus de 3 semaines en avance dans les récoltes. Le défi en horticulture, je parle de la fraisière fauchée, de l'arc-en-ciel du paradis à Cap-Santé, tant d'entreprises, mais la même affaire en grande culture. Tous les producteurs disent c'est pas juste qu'on est 3 semaines à l'avance dans nos cultures, c'est que dans la dernière semaine, là, on a dû travailler 3 semaines en 1 semaine parce que toutes nos productions arrivent à maturité en même temps. On veut rien laisser abandonner dans les champs, on veut rien laisser pourrir là. On travaille jour et nuit. Aujourd'hui, pour te parler, c'est exceptionnel. Après ça, je retourne dans nos champs. Hein. Parce que la saison est vraiment partie. Ah, c'est chaud, hein? On l'a vécu dans le secteur de la pomme. Les gens n'ont pas l'habitude d'aller à l'autocueillette au mois d'août. Hein? Ça commence en septembre. Merci d'avoir été au rendez-vous pour la fin de semaine de la fête du travail. Il y avait foule. En fin de semaine, on croise les doigts pour les portes ouvertes et le samedi aussi, on est ouvert à l'autocueillette, qu'il y ait le plus de monde possible. Mais dites-vous, il n'y aura pas des pommes cette année jusqu'à la fin octobre. Là, hein? Parce que déjà, les variétés Macintosh, puis bientôt la Honeycrisp, arrive déjà à maturité. C'est le temps de supporter les producteurs. Suivez-vous. Je sais que vous aviez des habitudes. La fin de semaine, de l'action de grâce. Là, ça se passe début septembre. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Hein. Monsieur Hébert, on termine l'entrevue. Je vois quand même que vous avez emmené le cœur vaillant. J'aimerais peut-être que vous parliez de tout ça rapidement, là, en peut-être 30-45 secondes. Là, une belle fierté dans Port-Neuf. J'ai eu la chance, cette année, c'est le 100e anniversaire de l'Union des producteurs agricoles. Puis pour fêter les 100 ans de nos producteurs agricoles, c'est ma ferme qui a eu l'honneur de produire le cidre officiel que vous allez pouvoir goûter gratuitement pendant les portes ouvertes, qu'on vend à la ferme. C'est le premier produit artisan fait dans Port-Neuf qui est distribué par une grande bannière dans toutes les maxis à travers le Québec. Le cœur vaillant, en l'honneur de tous nos producteurs agricoles que ce sont eux les cœurs vaillants. Ils ont du cœur au ventre. Hein. Christian Hébert, président de l'UPA Port-Neuf, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu à l'appel. Merci pour cette chance, c'est un grand plaisir. Merci. On poursuit à InfoCGSR. Au retour de la pause, on parle d'un nouveau festival plein air au Lac-Simon de Saint-Léonard et ça commence en fin de semaine. Restez des nôtres. Super. Alors bonsoir Maxime. Bonsoir Nad. Ben, merci beaucoup. Après un an d'existence, la Ligue d'improvisation Port-Neuf-Alouette est devenue une référence dans la grande région de Port-Neuf. Coudon, t'as sorti ton vocabulaire distingué? Mais c'est important, Maxime, si nous voulons avoir des joueurs de qualité dans nos équipes. Ah, tu parles du recrutement, là? Ouais, on est présentement à la recherche de nouveaux joueurs pour venir se joindre à notre ligue. Alors, comme je disais, nous sommes une référence. OK. Donne-moi ça, là. Je vais m'en occuper. On cherche des improvisateurs qui sont disponibles les lundis soirs pour toute la saison d'automne qui va se terminer en décembre. Donc, si tu es un joueur expérimenté, tu l'as jamais essayé, tu as le goût de t'amuser, viens te joindre à nous. Oui, mais ça va être important de participer aux ateliers qui seront le 9, 16 et 23 septembre prochain au bureau de CJSR, donc à l'adresse 235 rue Saint-Cyril, le bureau 3. Ah! C'était l'ancienne pharmacie. Voilà. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Merci. Bonne saison. Jeune Portneuf-Bois pour offrir une expérience plein air agréable à la population et aux visiteurs. Situé sur le site du camp de vacances Lac-Simon, des conférences, activités seront offertes gratuitement à tous les détenteurs d'accès journalier au site. Pour parler de l'initiative, j'ai parlé avec Lydie Cornell, co-organisatrice du festival. Voici cette entrevue. Et Frédéric Julien, on est présentement avec Lydie Cornell, qui est co-organisatrice du Festival au pain, un nouveau festival à Saint-Léonard. Bonjour. Bonjour. Le Festival au pain, en quoi ça consiste exactement? Oui, le Festival au pain, c'est vraiment un festival qui est émergent puis qui est axé sur le bien-être, la culture puis le plein air. Ça se passe au camp de vacances du Lac-Simon. Pourquoi on a choisi ce site-là? Il y a un an, j'ai mis les pieds pour la première fois au centre de vacances Lac-Simon, puis comme pour plusieurs d'entre nous, je suis littéralement tombée en amour avec le site. C'est
magnifique, c'est ressourçant, c'est vraiment un beau milieu. En discutant ce jour-là avec Raphaël Benoît, on a eu l'initiative de faire ce festival-là. Donc, on voulait vraiment faire un festival qui était à la hauteur puis qui cadrait bien avec le Lac-Simon. Donc, vraiment un milieu qui est ressourçant. Donc, c'est pour ça l'idée de le centrer sur le bien-être, le plein air puis la culture. Et au niveau de la programmation, là, j'ai sorti la liste ici. Je vois du slackline, du X-Fit, du yoga. Donc, on tourne un peu partout là, avec le bien-être, mais aussi le sport là, pour la programmation, sans compter évidemment là, les spectacles de musique qui sont organisés. Oui, exactement. Donc, pour cette première édition-là, on a vraiment voulu faire quelque chose de diversifié et accessible. Ouais. Donc, ça va débuter le 7 septembre à 13h, donc avec une conférence motivationnelle. Donc, on est vraiment dans le désir de vouloir prendre sa santé en main puis de passer à l'action. Ensuite, il va y avoir une activité de X-Fit. Donc, on va vraiment passer à l'action. Donc, physiquement, séance d'entraînement avec Tracy Patoine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du X-Fit, oui? Ça ressemble à du CrossFit? Oui, c'est vraiment une session d'entraînement par intervalle. Là, puis on se croise les doigts pour qu'il fasse beau puis qu'on puisse faire ça à l'extérieur. Là. Donc, c'est disponible pour tout le monde, accessible à tous selon les différents niveaux. Oui. On va aussi avoir justement la slackline, donc l'initiation. Donc, pour ceux qui n'ont jamais essayé, bien, c'est votre chance. Si vous avez déjà essayé, bien, ça va être le temps parfait pour essayer des nouvelles techniques. Pour ceux qui ne connaissent pas la slackline, c'est lorsqu'il y a une corde là, qui est entre deux arbres, et là, les gens essaient de traverser. Là, mettons que j'essaie de vulgariser, c'est un peu ça. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment de se garder en équilibre. Donc, encore là, l'idée de garder le calme dans un environnement reposant puis super ressourçant. Donc, c'est vraiment une activité idéale pour ça. Oui. Il va aussi y avoir une activité de yoga le samedi. Donc, on est encore dans l'idée de bien-être, ressourcement, qui cadre vraiment bien avec le centre de vacances, qui est un lieu enchanteur, entouré de nature luxuriante. Et là, je vois, bon, pour dimanche, encore une fois, du ressourcement sur l'eau, activité que vous allez vous-même animer. Ça ressemble à quoi, là, ce genre d'activité-là? Oui, donc c'est ça. Pour cette activité-là, ça va être vraiment une expédition d'1 heure en petits groupes sur l'eau. Donc, ça va être vraiment un moment pour se connecter à soi, pour se connecter avec l'environnement du Lac-Simon. Puis, cette activité-là va être limitée en nombre de personnes. Donc, ça va être sous forme de petits groupes là, de 9 participants. Il va y avoir 2 sorties, donc une à 10h30 puis une à 12h30. Donc, ces 2 sorties-là là, vont vraiment se faire là, dans le calme du Lac-Simon là, pour un plaisir assuré. Et puis, bon, vous disiez avoir découvert le Lac-Simon il y a environ 1 an. Donc, justement, j'imagine que vous êtes quand même nouvelle dans la région de Portneuf et vous voulez vous y impliquer. C'est quand même quelque chose qui est plaisant à savoir. Oui. Bien, je suis là pour ça. Entre autres, là, je trouvais que c'était un beau milieu pour lancer des initiatives puis des projets. Je voyais qu'il y avait cette ouverture-là. Donc, je suis très heureuse de pouvoir lancer cette activité-là, ce festival-là. Puis ça va être un bel événement. Tout le monde est invité, puis ça va être plaisant d'y participer. Et en parlant de tout le monde, ça s'adresse à qui? Est-ce qu'on dit vraiment l'ensemble de la population de Portneuf ou peut-être même des gens d'ailleurs? Oui. En fait, les gens de Portneuf sont les bienvenus, bien entendu. Ceux qui connaissent le centre de vacances Lac-Simon, bien, c'est le moment idéal d'y revenir. Ceux qui ne le connaissent pas, bien, c'est le moment de le connaître. Pour ceux qui sont à l'extérieur aussi, ça peut être un magnifique événement pour découvrir la magnifique région de Portneuf dans laquelle je suis maintenant établie, oui. J'imagine, bon, pour commencer un festival dans la région, on doit avoir certains partenaires. Comment vous avez fait peut-être pour vous tisser un réseau là, pour pouvoir avoir votre première édition là, cette année? Oui, j'ai beaucoup de chance. On a des bons partenaires là, qui ont voulu encourager cette initiative-là. Donc, il y a la Vallée du Bras-du-Nord qui va avoir une zone détente au festival. J'ai les Grands Bois aussi qui vont avoir la zone service. J'ai aussi le restaurant La Croquis qui a embarqué dans le projet. Également, Artefacts urbains qui ont voulu mettre tous et chacun la main à la pâte pour nous encourager dans cette initiative. Donc, comment ça fonctionne pour participer au festival? J'imagine qu'on doit s'inscrire. Pouvez-vous nous parler de ça un peu?
Comme je disais, cette première édition-là, on a vraiment voulu rendre ça accessible à tous. Donc, les seuls frais associés, c'est les accès journaliers au centre de vacances Lac-Simon. En gros, si vous n'êtes pas résident, c'est quelque chose comme 12 $ par adulte. Donc, c'est super accessible. Ça vous donne accès à toute la panoplie de programmation et d'activités qui est prévue. Donc, c'est très accessible pour l'ensemble de la population. Lydie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et bon, on vous souhaite un bon festival parce qu'au moment de faire cette entrevue, c'est dans quelques jours. Alors, on va pouvoir suivre ça ensuite. Oui, ça s'en vient. Au plaisir de vous y voir là-bas. Merci. Merci. Restons dans le plein air et dans les sports. La ville de Neuville a récemment annoncé avoir fait l'acquisition de 2 filets de pickleball. Bon, c'est un sport qui est disponible maintenant au parc de la famille, et plus précisément sous le préau. Plusieurs citoyens de Neuville attendaient avec impatience l'implantation de ce sport. Pour le moment, il n'y a pas de lignage au sol en raison de la nature du sport. Les filets de pickleball vont être déplacés à l'intérieur du gymnase à partir du 22 septembre. Donc, on parle du gymnase de l'école Courval. Très semblable au tennis et au ping-pong, le pickleball peut se jouer à 2 ou 4 joueurs. Les terrains sont plus petits qu'un terrain de tennis, ressemblent un peu plus à des terrains de badminton. Les raquettes sont pleines et les balles sont faites tout simplement en plastique. Le pickleball est en essor un peu partout dans le monde. Comme il est moins dur sur le corps des athlètes, il est plus facile à apprendre que le tennis. Restons dans le sport, on parle de Thierry Réaume, un jeune athlète de Donnacona qui performe dans le circuit NASCA. Ce circuit organise des compétitions de karaté à la grandeur de l'Amérique du Nord. Lors du mois d'août, Thierry s'est illustré dans 2 compétitions. Au début du mois, Thierry a participé au US Capital Classics China Open. L'événement s'est déroulé durant la fin de semaine du 2 et 3 août à Washington. Le jeune athlète s'est démarqué en décrochant la 2e place dans la division kata kenpo, en plus d'atteindre la 5e place en kata japonais, 5e place en kata armée traditionnelle et la 6e place dans la division trad challenge. 2 semaines plus tard, le jeune homme de Donnacona était à Atlantic City, où il a obtenu la 1re place en kata armée traditionnelle. Pour cette division, Thierry Réaume utilise un beau de combat. On l'a vu tout à l'heure dans la photo précédente, c'est un bâton de bois qui est spécialement conçu pour le karaté. En plus de cette 1re place, le karatéka a obtenu la 2e place en kata kenpo, 4e place en trad challenge et la 6e place en kata japonais, sa division de prédilection. Thierry Réaume ne s'arrête pas là, il va participer aux championnats du monde de la WKC qui se dérouleront du 26 octobre au 1er novembre au Portugal. Il s'agit des seconds championnats mondiaux auxquels participe Thierry. L'an passé, il faisait partie des athlètes qui ont performé à Orlando pour les mêmes championnats. Depuis qu'il performe avec les adultes, Thierry Réaume a vu son niveau augmenter considérablement. Il va sans dire que le jeune homme est très fier de sa progression. Il est d'ailleurs impatient d'arriver au Portugal pour donner le meilleur de lui-même. Poursuivons donc dans les nouvelles. Au retour de la pause, je vous propose un reportage. En fait, on vous propose un reportage sur l'événement « Je forge pour la cause ». Arthur, qui nous a réalisé ce reportage, restez des nôtres. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Lors de la fin de semaine de la fête du travail, Arthur Bordelot s'est rendu à Neuville pour l'événement Forger pour la cause.
Le tout se déroulait au Vieux Couvent de Neuville du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre. L'initiative a été organisée par Stéphane Chénard dans le but de récolter des fonds pour l'espace hors nature. Des ateliers pour les enfants étaient présentés, une troupe de Vikings était sur place. Pour en apprendre plus, voici le reportage de mon collègue Arthur Bordelot. Durant la fin de semaine du 30 août au 1er septembre, une vingtaine de forgerons se sont rassemblés à l'espace hors nature ici à Neuville pour la 4e édition de Forger pour la cause. J'ai eu l'idée de démarrer l'événement Forger pour la cause. En 2017, j'ai fait un premier événement dans le but principalement de rassembler les forgerons du Québec dans un événement pour que le monde fasse connaissance ensemble. L'idée de base, c'était ça. Promouvoir la forge, mais aussi forger pour une cause. Forger pour ramasser de l'argent pour un organisme à but non lucratif, un petit organisme pour ramasser de l'argent pour eux autres, comme une levée de fonds. Fait qu'on a créé un événement intéressant, rassembleur, dans le but de faire connaître la forge au Québec. La forge au Québec, c'était, j'ai entendu à un moment donné à la radio par un animateur qui catégorisait la forge parmi les métiers disparus. Fait que moi, je voulais prouver au monde que la forge, c'est pas un métier disparu, c'est un métier en pleine effervescence. C'est un métier marginal, mais c'est un métier qui est là, qui est présent, qui est très, très physique, très manuel, très artistique. Fait que moi, je voulais mettre les forgerons sur la map. Pour cette 4e édition de l'événement, M. Chénard a choisi de supporter l'organisme à but non lucratif Espace Hors Nature. C'est une résidence d'artistes qui accueille des artistes qui ont besoin d'avoir un lieu pour créer. Les gens viennent passer un séjour ici, puis ils viennent créer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis en échange, ils vont aider à l'entretien du bâtiment. Puis moi, je les ai connus, ça fait 2 ans que je les connais. Et puis je trouvais que leur organisme, la cause qu'ils exploitaient, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis en plus, ils entretiennent un vieux bâtiment qui date de 1750 quelque. C'est très patrimonial. Je trouvais que le lieu fitait super bien avec la forge. C'est pour ça qu'on a fait ça ici en fin de semaine. J'ai rassemblé pour la fin de semaine environ une vingtaine de forgerons. Et puis qu'on a travaillé pour forger une œuvre collective qui va être assemblée, là, ça va être final cet après-midi. L'œuvre va rester sur place. Ça se trouve à être une arche pour une entrée de jardin avec une girouette thématique au-dessus. Les thèmes, c'est selon les activités qui sont pratiquées ici à Espace Hors Nature. On a eu un encan crié d'œuvres qui ont été forgées par des forgerons. Des forgerons qui ont été présents ici aujourd'hui, mais d'autres forgerons qui ne pouvaient pas être ici présents aujourd'hui, qui ont fourni des pièces. On a eu un total de vente de 1500 $. Je suis très satisfait. L'an prochain, je vise probablement à refaire l'événement. Ça va être à préciser, là, à déterminer où, pour qui, comment on va le faire. Dans le fond, on fait ça pour des petites causes. Des petites causes pour qui ramasser 2000, 3000 piastres pour une fin de semaine va faire une grosse différence. Fait que si vous avez une cause en particulier à aider, vous pouvez me contacter. Dans moins de 2 semaines à Pont-Rouge, l'événement Je cours Pont-Rouge sera tenu. Pour l'occasion, 5 parcours sont réalisables par les adeptes de la course à pied, soit le défi 5 km, 20 km, 21.1. C'est donc un demi-marathon. Et il y a également 2 distances pour les plus petits, 2,5 km et 1 km. Le 15 septembre, le départ des courses va se faire sur la rue de l'Ancolie. Les coureurs vont devoir attendre l'appel avant de se présenter
Une arche gonflable identifie la ligne. L'organisation invite les participants à porter attention aux corridors aménagés afin de bien se diriger dès leur arrivée sur le site. Au moment de faire la recherche pour ce bulletin, il restait toujours des places pour l'ensemble des parcours. Donc, pour les 5, 10 et 21,1 km, environ une trentaine de places étaient disponibles par parcours. Pour ceux destinés aux enfants, c'était un peu moins, environ 14 par parcours étaient disponibles. Vous pouvez vous inscrire sur le site web de Je cours Pont-Rouge. La semaine dernière, la ville de Donnacona a annoncé une toute nouvelle acquisition, une collection d'archives privées qui appartenait à M. Claude Frenette. Pour l'occasion, le maire de la ville de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé, était accompagné du député de Portneuf, Vincent Caron, du citoyen et collectionneur émérite, M. Claude Frenette, ainsi que d'une partie de l'équipe municipale. Depuis plus de 30 ans, M. Frenette a passionnément élaboré une collection unique portant sur plusieurs sphères historiques de Donnacona. On parle de l'histoire de l'usine de pâte et papier, les sports, les événements culturels, les grands rassemblements religieux, la politique et l'ouverture de commerce. Donnacona veut pouvoir faire l'exposition de cette collection dans un futur rapproché. Nous allons donc suivre les nouvelles de ce projet. Faisons un petit retour en arrière avec une nouvelle qui a été annoncée durant la saison estivale. En effet, à Neuville, en juillet 2024, un immeuble de 22 logements sociaux abordables destinés aux aînés était inauguré. Il s'agit de la résidence Les Belles Maries. Ce projet représente des investissements totalisant 13 millions de dollars. De ça, 8 millions sont directement attribués par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada, quant à lui, investit 1 million. Voici les propos du député Vincent Caron à propos de l'ouverture officielle de l'immeuble Les Belles Maries. Donc c'est un moment fort pour notre milieu communautaire, pour notre région, de célébrer un immeuble comme celui-ci. On crée un milieu de vie pour nos aînés, pour ceux qui ont bâti le Québec, pour ceux qui se sont implantés, qui se sont enracinés ici, mais on crée aussi un milieu de vie, comme le disait Jean-Pierre Soucy tout à l'heure, aussi pour les familles de ces aînés qui vont pouvoir les fréquenter, qui vont pouvoir fréquenter ces habitations ici, parce que, vous savez, de rester dans notre milieu ou de savoir que notre famille reste proche, eh bien ça c'est essentiel pour une bonne qualité de vie et pour une santé qui est encore meilleure. Donc, Bernard Gaudreault, le maire de Neuville et préfet de la municipalité, s'est d'ailleurs dit très fier d'avoir enfin un bâtiment de cette vocation dans sa municipalité. Le voici concernant l'historique du projet. L'histoire des Belles Maries, vous comprenez que c'est un chapitre que nous écrivons tous ensemble aujourd'hui, mais cette histoire a débuté il y a déjà plusieurs années. Dans notre milieu, des Neuvilloises et des Neuvillois qui avaient décidé il y a déjà plus de, je dirais, quelques décennies, de se doter d'une infrastructure d'habitation pour permettre à évidemment, nos personnes avec une grande sagesse de pouvoir persévérer et de pouvoir continuer à habiter et à profiter de notre magnifique vie communautaire neuvilloise. Alors, l'idée était née d'un simple projet, et je me rappelle d'un homme, M. Jean-Guy Morin, qui est malheureusement décédé depuis, qui nous avait interpellé à l'époque où je n'étais même pas encore impliqué dans le conseil municipal, qui m'avait dit « Écoutez, Bernard et John, nous, comme ville, nous devrions avoir un immeuble similaire. Tout le monde en a une, sauf nous. » Alors, évidemment, nous avons fait preuve d'ouverture et surtout de détermination, de persévérance et de ténacité. Parce que c'est bien beau discuter de projets mobilisateurs, nous devions avoir, en fait, l'addition des sommes gagnantes pour nous permettre d'avoir une réussite collective. Et l'une d'elles a été d'abord et avant tout l'emplacement et, évidemment, l'opportunité d'acquérir un terrain d'exception. Et en parlant de l'emplacement, l'établissement est situé au 641 route 138 à Neuville, sur un terrain qui appartenait anciennement à Hydro-Québec. C'est nouveau Bernard Gaudreault. Parce qu'à Neuville, mon ami Vincent le sait bien, nous ne faisons pas les choses généralement comme les autres. Alors, nous nous sommes en fait donné des objectifs ambitieux. Des objectifs face auxquels nous souhaitions
encore une fois, contribué à la mise en place d'un projet signature qui nous permettait de nous distinguer non seulement des autres communautés, mais qui nous assurerait de permettre à nos personnes, en fait, bénéficiaires de cet immeuble majestueux, d'avoir, en fait, une expérience communautaire et un continuum au niveau de leur vie communautaire de manière exceptionnelle. Et lorsque la Société d'État Hydro-Québec a procédé à son démantèlement, parce qu'il faut devenir, évidemment, vous souvenir qu'ici même, où ce que nous sommes aujourd'hui, il y avait une station de distribution hydroélectrique qui était parsemée, évidemment, d'infrastructures conventionnelles, électriques et métalliques. Alors, lorsque la Société d'État a décidé de se départir de son terrain, l'intention d'Hydro-Québec, était de vendre des terrains pour permettre la construction d'immeubles résidentiels. Rapidement, la Ville de Neuville est intervenue pour leur mentionner que nous souhaitions, comme ville, acquérir l'immeuble dans un objectif de redonner une vie à des fins communautaires. Vous aurez compris que la négociation a duré plusieurs mois. Nous avons interpellé nos députés, les ministres responsables, et ultimement, nous avons été capables de s'entendre avec la Société d'État qui nous a vendu le terrain à un prix plus que raisonnable, suivant l'engagement de la Ville de Neuville à le redonner à l'organisme qui serait mandataire pour la réalisation du projet. Selon le président du conseil d'administration des Belles-Marées, M. Jean-Pierre Soucy, le projet date de 2001. Alors, évidemment, beaucoup de personnes ont été impliquées, on l'entend. Ce moment magique se traduira essentiellement de ma part en merci. Il y en aura plusieurs, j'ai mis un S, faites-vous-en pas. Ils s'adresseront chronologiquement aux principaux personnages qui ont entrepris cette démarche il y a près de 24 ans, ainsi que celles et ceux qui ont suivi leur pas jusqu'à aujourd'hui. D'abord, merci, on en a nommé un tantôt, merci à M. Robert Garneau, Alphonse Martel, Jean-Guy Morin et Alain Giguère, qui ont signé le premier procès-verbal du comité de travail qui a été mis sur pied en 2001, février 2001. À l'occasion du long congé de la fête du travail, les policiers de la MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont intensifié leur présence sur le réseau routier. Près d'une centaine d'opérations en sécurité routière ont été effectuées durant le long congé, permettant de réaliser 4 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue et émettre plus de 150 constats d'infraction. Les arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, on retrouve donc le 31 août dernier, les membres des unités de la Jacques-Cartier et de Portneuf ont procédé respectivement à 2 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. 2 arrestations se sont déroulées sur la route de la Bravoure à Shannon, à Québec, tandis que les 2 autres sont survenus à Saint-Basile et à Saint-Marc-des-Carrières. On note qu'une femme âgée de 41 ans de Terre-Neuve a été arrêtée à Saint-Basile et a échoué l'éthylomètre avec un taux d'alcoolémie plus de 3 fois supérieur à la limite permise par la loi, tandis qu'un homme de 45 ans à Shannon, lui arrêté à Shannon, présentait un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite permise. Leurs permis de ces 2 personnes ont été suspendus pour une période de 90 jours et leur véhicule saisi pour une période de 30 jours. Un homme de 19 ans de Saint-Marc-des-Carrières a quant à lui été arrêté dans sa municipalité pour avoir conduit malgré un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Étant donné qu'il était soumis à la règle du zéro alcool, un constat d'infraction lui a également été remis et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Il a été libéré par citation à comparaître. On arrive donc à la fin d'Info CJSR pour ce soir. J'aimerais peut-être vous parler en terminant du bingo de CJSR qui reprend très rapidement du service le 8 septembre prochain. De nouveaux animateurs ont rejoint l'équipe du bingo pour justement le premier bingo. Ce sera Christian Raté qui va revenir. Lui, il était là lors des derniers bingos de CJSR lors de la dernière saison. Ensuite, ça sera tous les dimanches à compter de 18h. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès des nombreux dépositaires de CJSR, pour en nommer que quelques-uns. Nous avons le marché du plein, alimentation du plein là, qui est à Saint-Raymond. Il y a également là, au niveau de la station-service de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est ce qui va compléter Info CJSR. Et en terminant, petit mot pour rappeler
que la Ligue d'improvisation télévisée à laquelle participe CJSR reprend du service bientôt. Il y a des ateliers qui commencent lundi prochain pour justement une période de 3 semaines à tous les lundis. C'est donc ouvert à tous pour apprendre les rudiments de l'impro et peut-être rejoindre la troupe. C'est ce qui complète l'info CJSR. On se laisse avec des images qui ont été captées lors de l'événement On Forge pour la cause. On va parler avec Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci de nous inviter. Au niveau de la technique, Tony et Luc qui ont assuré la technique de cette émission d'une main de maître. Et évidemment, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Mon nom est Danick Julien. Au revoir. De trucs historiques. C'est vraiment une reproduction d'un couteau style Birka, viking. C'est une lame en 51-60 aussi. À l'époque, il aurait probablement été mélangé. Mais pour le bien de la cause, j'ai vraiment décidé.